on est en direct de Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, accompagnée du président Zelensky, ils tiennent un point presse juste avant la réunion en visio des alliés de Kiev. Voilà, Ursula von der Leyen qui accueille le président ukrainien avant son départ pour Washington, puisque demain le président ukrainien sera à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump. Pouvoir vous accompagner avec les dirigeants européens pour la réunion avec le président américain demain à la Maison-Blanche. Depuis le début de l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie, l'Europe a été à vos côtés, unie, et nous allons vous apporter notre soutien aussi longtemps que nécessaire pour une paix juste et durable. Et il faut que cette paix soit atteinte par la force. Je voudrais vous dire ce qui est très important. D'abord, il faut avoir des garanties de sécurité fortes pour protéger à la fois l'Ukraine et les intérêts vitaux de l'Europe. L'Ukraine doit être en mesure de pouvoir garder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ne peut pas y avoir de limites imposées pour les forces armées ukrainiennes, que ce soit la coopération avec d'autres pays tiers ou d'aide de pays tiers. Il ne peut pas y avoir de limite à cela. Comme je l'ai souvent dit, il est important que l'Ukraine ne puisse plus être soumise à d'autres invasions. Nous nous réjouissons que le président américain veuille donner des garanties semblables à l'article 5 de l'OTAN, et la coalition des volontaires est prête à apporter sa part de contribution. Et nous savons que votre défense est avant tout notre responsabilité. Nous avons travaillé dur pour accélérer et renforcer les capacités de défense européennes avec un instrument de sécurité pour faire en sorte que les besoins en défense des États membres et de l'Ukraine puissent être remplis et que l'Ukraine puisse voir sa défense renforcée. Je pense particulièrement aux drones ici. C'est dans notre intérêt mutuel et j'ai bien l'intention d'aller rencontrer les États membres et d'en parler au cours des prochaines semaines. Et par ailleurs, nous allons continuer à appuyer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça fait partie des garanties de sécurité. Deuxième point, par rapport aux questions territoriales en Ukraine, notre position est très claire. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. Ce sont des décisions qui doivent être prises par l'Ukraine et par l'Ukraine seule. Et ces décisions ne peuvent pas être prises sans que l'Ukraine soit autour de la table. Mon troisième point et dernier point, tant que les tueries se poursuivront en Ukraine, l'Europe va continuer à exercer des pressions diplomatiques, mais surtout économiques sur la Russie. Nous allons continuer à renforcer les sanctions. Nous avons adopté 18 paquets de sanctions jusqu'à présent et nous sommes en train de travailler pour le 19e paquet de sanctions qui sera mis en œuvre au début septembre. Nous savons que ces sanctions sont efficaces. Nous les avons mises en place à l'avantage de l'Ukraine. Et nous allons continuer à exercer des pressions sur l'économie russe pour que le président Poutine vienne autour de la table des négociations. Et nous nous réjouissons que vous puissiez rencontrer Vladimir, le président Trump, demain. Et nous discuterons de toutes ces questions demain à la Maison-Blanche. C'est un moment difficile. L'Ukraine ne peut être est la seule à pouvoir décider de son destin, mais elle pourra toujours compter sur l'Europe. Merci. Merci Ursula, merci pour votre soutien, merci pour cette journée. C'est très important de recevoir ce soutien dès le début de la guerre. Il est très important que vous soyez à nos côtés. Il est très important de parler ensemble d'une seule voix aux États-Unis. Aujourd'hui, nous décidons ce que nous allons aborder comme sujet à Washington. Chers journalistes,
une chose est essentielle, c'est que vous soyez aussi unis aujourd'hui que vous l'étiez au début de la guerre en 2022, lorsque la guerre à grande échelle a commencé. C'est le moyen d'atteindre la paix et il faut rester fort. Nous devons arrêter la tuerie. Poutine a beaucoup d'exigences, de revendications. Nous savons qu'il va falloir beaucoup de temps pour tous les aborder. On ne peut pas le faire sous pression, sous la pression des armes. Ainsi, il est nécessaire d'avoir un cessez-le-feu et de travailler rapidement sur un accord ultime. Nous allons en parler à Washington. Poutine ne souhaite pas arrêter les massacres, mais il doit le faire. Deuxièmement, nous avons besoin de négocier. Les négociations doivent aborder le sujet des frontières. Le soutien européen est essentiel à cet égard et nous remercions toutes les parties prenantes. La Russie, encore aujourd'hui, est confrontée à un échec dans la région de Donetsk. Poutine n'a pas réussi à s'en emparer pendant ces 12 dernières années. De par la constitution de l'Ukraine, il est impossible d'abandonner du territoire ou d'échanger des territoires. La question territoriale est très importante. Ainsi, elle doit être abordée uniquement par les parties prenantes russes et ukrainiennes. La Russie, pour l'instant, ne montre pas qu'une réunion trilatérale est possible. Ainsi, de nouvelles sanctions doivent être mises en œuvre. Il est important que les Américains conviennent de travailler avec les Européens pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine et nous sommes reconnaissants envers les États-Unis et le président. Et pour l'Europe, c'est un gros changement. Nous ne savons pas exactement quels sont les détails. Nous ne savons pas quel sera le rôle des États-Unis, quel sera le rôle de l'Europe, ce que l'UE peut faire. Nous avons besoin que la sécurité fonctionne en pratique, comme par le biais de l'article 5 de l'OTAN. L'adhésion de l'UE fait partie de nos garanties de sécurité. Nous avons entendu de la part du président Trump que Poutine a la même position. Nous parlons du lancement du processus d'adhésion de l'UE à l'UE. Il ne doit pas y avoir de division de l'Ukraine. Si une division avait lieu, eh bien, automatiquement, cela signifierait que l'UE est divisée sur la question de l'Ukraine et que l'Europe n'a pas une position solide concernant ces garanties. Beaucoup d'Européens pensent que cela aggraverait la situation. Nous avons parlé de défense et je vous remercie, Ursula. Nous sommes convenus de travailler de manière plus active sur des problèmes tels que la sécurité. Je compte sur le soutien des drones. C'est une priorité. Je vous tiens également à remercier pour le 18e paquet de sanctions. C'est important. Nous devons préparer le 19e train de sanctions afin que la Russie voit que nous sommes sérieux. Nous savons dans quelle direction la Russie va. C'est une position anti-européenne et nous devons continuer à empêcher la Russie d'avancer dans ce sens. Enfin, nous avons parlé du soutien aux enfants ukrainiens dans les établissements scolaires. Il y a un programme alimentaire pour les écoles. C'est un problème important qui permet aux enfants de toutes les familles en temps de guerre de recevoir au moins de la sécurité et un plat chaud. L'année scolaire va reprendre bientôt et je vous demande de nous aider à améliorer ce programme car nos enfants sont notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous pouvons maintenant prendre quelques questions. Vous avez un micro, s'il vous plaît. Exprimez-vous dans un micro pour poser votre question. Merci beaucoup. Oui, merci. Agence de presse allemande, j'ai une question aux deux présidents. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Trump, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un cessez-le-feu, mais qu'il faut commencer tout de suite les négociations pour un accord de paix? Vous voulez commencer? Oui. Écoutez, vous savez, je pense que le terme n'est pas si important que cela. Ce qui est important, c'est les faits. Et les faits, c'est qu'il faut arrêter les massacres. Que l'on appelle cela un cessez-le-feu
ou un accord de paix. La première chose, c'est d'arrêter les tueries. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable d'organiser aussi rapidement que possible une réunion trilatérale entre le président ukrainien, le président américain et le président russe. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait un calendrier avec des échéances claires à tenir. Donc ce n'est pas le terme qui est aussi important, ça c'est plutôt le contenu. Merci beaucoup Ursula. Dès le commencement, je crois que c'était en mars, le président des États-Unis a fait une proposition. Il a proposé un cessez-le-feu. C'était le premier élément, arrêter le massacre. Nous l'avons soutenu en ce sens et je pense que c'était une idée très forte, très solide. Encourager fermement la Russie à participer et à s'asseoir à la table des négociations. Et nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin de détails à présent. Savoir un petit peu à quoi cela peut ressembler, voir un petit peu de quoi nous allons parler en format bilatéral ou avec les partenaires européens. Nous devons partager toutes nos ressources, toutes nos informations avec les États-Unis. Nous avons besoin que les États-Unis soient à nos côtés. Et je pense que le président Trump est d'accord sur le fait que nous avons besoin de la paix, mais les étapes qui mèneront à la paix méritent d'être discutées. Et il faut savoir comment nous pouvons arrêter Poutine. Mais arrêter Poutine, ce n'est pas simplement arrêter la guerre. Il faut aller plus loin pour nous tous. Merci. Deuxième et dernière question. Oui, merci. Je vais m'exprimer en ukrainien. Radio Svoboda, le service ukrainien. Monsieur le Président Poutine a dit qu'il comprenait que l'Ukraine avait besoin des garanties de sécurité. Vous avez parlé avec le président Trump. Est-ce qu'il a parlé des garanties de sécurité qui seraient acceptables pour la Russie? Et quelles sont les garanties de sécurité acceptables pour l'Ukraine? Est-ce que vous pourriez expliquer le rôle, par exemple, des contingents sur le terrain? Et quel est votre avis? Comment ça va se passer dans le bureau ovale? J'espère que ça ne va pas se passer comme au mois de février. Oui, une seule question, je crois que ça suffira. Merci. Merci beaucoup pour votre question. À vrai dire, j'ignore de ce qu'il parlait entre eux, les présidents Trump et Poutine. Le président Trump a dit beaucoup de choses à moi et a parlé de beaucoup de choses aux leaders européens. Eh bien, c'est beaucoup plus important pour moi de comprendre quelles seront les garanties de sécurité qui seront accordées. Le financement de l'armée peut être assuré uniquement par l'Europe. La force de la défense de l'Ukraine peut être assurée uniquement par l'Ukraine. Et bien évidemment, les États-Unis peuvent contribuer. On ne sait pas s'il y aura des contingents sur place. On devra également assurer les réponses à de nombreuses questions pour comprendre le sens des garanties de sécurité. Alors, nous avons reçu quelques signaux de la partie russe pour nous dire qu'ils ne vont pas nous occuper davantage. Mais pour le moment, c'est que des paroles. Et au niveau de la réunion trilatérale, il faudrait en reparler. Eh bien, en ce qui concerne notre réunion à venir, je compte sur du positif dans tous les sens de ce mot. Je suis désolée. Les présidents doivent maintenant aller à leur prochaine réunion. Voilà, vous êtes sur LCI pour cette édition spéciale. Nous venons d'entendre à l'instant Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen. Avant de débriefer autour de ce plateau, édition spéciale avec tous
nos équipes sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à Washington, nous sommes à Moscou, nous sommes aussi au fort de Brégançon parce que le chef de l'État se trouve au fort de Brégançon, là où il suit cette réunion d'importance historique pour l'Ukraine et pour l'Europe. C'est de là que vont découler plusieurs choses, notamment ces discussions demain avec Donald Trump qui vont avoir lieu. Mais vous avez vu cette image qui a été extrêmement parlante, cette image de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à ses côtés, à sa droite, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et ces discussions aussi avec les journalistes autour de ce plateau. Violeta Moscalou, Michel Vaillant, Vincent Crouzet, vous êtes toujours avec nous pour nous accompagner. Un mot peut-être sur ce qui a été dit, très frappant. Ursula von der Leyen, elle met le là, elle dit il faut bien sûr des garanties de sécurité, elle va encore plus loin, elle dit l'Ukraine doit pouvoir conserver l'intégrité, dit-elle, de son territoire. Oui, plusieurs choses. D'abord, elle parle d'une Europe unie, c'est cette Europe qui va se présenter demain dans le bureau ovale à Washington, d'une paix juste et durable, et elle met en permanence les intérêts de l'Ukraine en parallèle avec les intérêts européens. Elle parle de protéger l'Ukraine et les intérêts vitaux de l'Europe. Et puis la chose importante, c'est qu'elle vient aussi avec le bâton, parce qu'elle parle du 19e paquet de sanctions. Donc c'est aussi le langage de la fermeté. On ne fait plus de cadeaux à Poutine, on l'oblige à aller à la table de négociation. C'est bien ce que j'ai cru comprendre dans cette première intervention. Elle a dit l'Europe fera sa part du travail. Un 19e paquet de sanctions, vous avez parfaitement raison, Vincent Crouzet, qui pourrait être appliqué dès septembre prochain, Michel Fayad. C'est ce qu'elle a dit, Ursula von der Leyen. Oui, maintenant la question va être la position des Américains. Parce que quand bien même l'Europe faisait un 19e, un 20e, un 50e paquet de sanctions, si les Américains, comme dit Reuters cet après-midi, lèvent partiellement les sanctions américaines, ça serait en fait catastrophique au niveau des sanctions européennes. Parce qu'au final, ce qui compte le plus, ce sont les sanctions américaines malgré tout. C'est les États-Unis qui ont une capacité de faire des sanctions extraterritoriales. C'est les États-Unis qui peuvent faire le plus mal au niveau des sanctions bancaires. C'est les États-Unis qui peuvent faire le plus mal, vous savez, en mettant des sanctions douanières aux autres pays dans le monde. Les fameuses sanctions secondaires qu'on a beaucoup évoquées. Absolument. Donc, Ursula von der Leyen, elle a peut-être, Michel Fayad, un élément de réponse à vous donner. Elle dit, c'est exactement ce dont nous allons discuter demain dans le bureau ovale avec Donald Trump, parce que oui, elle sera présente. On va vous montrer par ailleurs dans un instant ce casting XXL qui sera présent dans ce bureau ovale, mais très concrètement sur ce que vient de dire Violeta Moscalou, la présidente de la Commission européenne, c'est aussi un signal et un message d'amour et de soutien pour l'Ukraine, du début à la fin. Oui, ça c'est sûr que c'est un moment où on voit que les postures sont parfaitement alignées en fait. Il n'y a pas de désaccord entre le président ukrainien et la présidente de la Commission européenne. Et ils ont parlé aussi entre autres des enfants kidnappés, en fait, des problématiques humanitaires qui certes n'intéressent pas Donald Trump, mais ou intéressent moins, on va dire, Donald Trump, mais c'est pas pour autant que nous on a le droit d'oublier en fait. Donc, président Zelensky, il en parle régulièrement en fait, et peut-être que ça aura aussi l'attention de Donald Trump. On a vu la lettre de la First Lady, en fait, Melania Trump, effectivement, qu'elle a adressée à Poutine. Donc, c'est sûr qu'elle aimerait. C'était aussi un geste pas anodin, parce qu'elle aimerait bien avoir une réponse. Et donc, est-ce que Poutine va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre à la première dame américaine? Donc, mais on sait en même temps que la position de son époux, Donald Trump, a été totalement inversée. Une fois qu'elle lui a parlé, il l'a souvent évoqué, il a dit voilà, je rentre à la maison le soir, j'ai une conversation géniale avec Vladimir Poutine, et puis j'arrive à la maison et Mélania, elle me dit tiens, la Russie a encore bombardé une ville. Elle a tout de même un impact, une influence sur son époux. Ce qui est logique en fait, c'est sûr qu'il peut pas être insensible, et surtout il a communiqué aussi là-dessus, c'est-à-dire elle aurait pu avoir une démarche complètement autonome, indépendante, elle peut communiquer par elle-même, mais sauf que là elle ne peut pas en parler du tout par ailleurs. Mais en fait, admettons que ça l'intéresse elle, que ça la touche, elle a une sensibilité et que Donald Trump il s'en moque, sauf que lui il a repris en fait, et il a remis cette métaphore dans son discours aussi. Ce qui est intéressant, Violeta Moscalou, c'est qu'on a entendu votre président, l'un des deux, parce que vous êtes à la fois française et ukrainienne, c'est important pour vous, donc je le dis. Le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il dit il va falloir demain, devant le président américain Donald Trump, qu'on parle d'une seule voix et d'une même voix avec l'Europe.
c'est ce qui est en train de s'organiser là au cours des prochaines heures dans la visioconférence entre les chefs d'État. J'ajoute que pour cette visioconférence, Emmanuel Macron était parfaitement équipé pour transmettre depuis Brégançon. Il a toutes les fonctionnalités qu'il faut pour évidemment partager avec ses pairs. Priorité au direct, Volodymyr Zelensky. Voilà et Emmanuel Macron qui s'exprime. Tomorrow in Washington DC, some of us will be with Volodymyr, and to ensure this meeting, as Mark aptly said, is not a meeting where we will be blocked in one scenario. The objective of this meeting very clearly is as well to be completely clear about the security guarantees we want, the next steps, and how to organize the next meetings with President Putin, Ukraine, US, and Europeans. And perhaps the third point of this VTC, the third objective, is as well to strategize how to keep the pressure agenda alive in case President Putin doesn't come to the trilateral meeting or the quadrilateral meeting, and how we strategize on the next steps. I don't want to be longer, and I suggest, as we agreed, that here you start framing about the debriefing, and perhaps Volodymyr can complete as well. Et ensuite, nous pourrons enchaîner. With President Trump, a little bit more comprehensive than the one. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Emmanuel Macron, notre traducteur, est arrivé après, mais en tout cas, on est sûr de ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il a dit il faut qu'on soit très clair sur les garanties de sécurité que les Européens et les Américains vont pouvoir apporter à l'Ukraine. Premier point qu'il a évoqué. Second point, il a été très clair également, le chef de l'État, sur la stratégie à adopter. Et dans cette stratégie, au-delà des garanties de sécurité, il dit il faut, maintenir la pression sur la Russie, 2, garder un agenda très clair sur la suite des événements qui vont se dérouler sous nos yeux. C'est-à-dire un agenda très clair pour les Européens, pour agir en face de la Russie. En fait, la position européenne, elle est assez claire. On l'a entendu avant le sommet, pendant le sommet, après le sommet, encore aujourd'hui. La question qui va vraiment être posée, c'est demain au rendez-vous. Quel pas en arrière l'Europe va faire? Parce que Trump, c'est ce qu'il attend. En fait, il attend que l'Europe et Zelensky fassent un pas en arrière sur quelque chose. Et si l'Europe et Zelensky ne font pas de pas en arrière vers quelque chose, il risque de s'énerver parce qu'il va voir que finalement il n'y a pas d'avancée. Parce que si la Russie ne bouge pas, et en réalité la Russie n'a quasiment pas bougé. On ne sent pas beaucoup d'inflexion, vous avez raison. Et de l'autre côté, si l'Europe et l'Ukraine montrent la même chose, je parle au moment du rendez-vous demain, eh bien Trump risque de vraiment s'énerver et de dire bon, moi je m'en vais. Donc la question quand même qui va être vraiment quel pas en arrière l'Europe et Zelensky sont prêts à faire. Quel pas en arrière ou quelle concession? Oui, ça revient même, dans le sens que est-ce que oui, non, quand je dis pas en arrière, oui, vous avez raison, le meilleur terme, ce serait concession. Est-ce que l'Europe et Zelensky sont prêts à bouger sur les territoires? Zelensky dit non ce soir. Nous sommes en direct avec Jérôme Viala-Godefroy. Merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy, d'être avec nous. Vous êtes docteur en civilisation américaine. Vous êtes auteur des mots de Trump. Demain, dans le bureau ovale, Donald Trump a en face de lui un casting. Par ailleurs, on va vous le montrer sur votre écran. XXL, casting européen. On le voit. Emmanuel Macron, le président français, Friedrich Merz, le chancelier allemand, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et puis Alexander Stubb, Mark Rutte, Giorgia Meloni et Keir Starmer. Qu'est-ce que ça envoie comme message à Donald Trump, mais surtout quelle position de Donald Trump face à cette délégation gonflée, dans le sens d'importance du terme, dans le bureau ovale demain auprès de Zelensky? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont quand même des gens qui ont globalement plutôt des bonnes relations avec Donald Trump, même parfois sur des choses un peu anecdotiques. Alexander Stubb, par exemple, le président finlandais est très très bon au golf. Alors, ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais beaucoup de choses avec Donald Trump se décident par rapport au golf.
voilà, Giorgia Meloni aussi a une relation un peu assez bonne. Keir Starmer, les Anglais sont quand même très proches aussi des Américains. Et l'ensemble, en fait, de ces personnes, alors je ne parle pas de Mark Rutte qui a fait plus que des compliments à Trump, l'appelant même papa. Enfin voilà, c'était presque gênant. Donc on a quand même des gens qui seront vus par Donald Trump de manière assez positive. Le seul problème, c'est que il a tendance aussi à respecter beaucoup ce qu'il considère comme étant la force. Et je ne suis pas sûr que l'Europe soit toujours vue comme ça par Donald Trump. C'est clair que Poutine est vu comme quelqu'un de fort par Trump, et il a tendance à plus respecter ça. Mais là, le fait qu'il soit effectivement plusieurs, alors ça va lui plaire aussi parce que ça va lui donner le sentiment d'être au centre des choses. Parce que malheureusement, avec Donald Trump, il faut vraiment tenir compte de tout cet aspect, puisqu'on a eu, sous sa présidence, on a vraiment une personnalisation de la politique. Et on voit d'ailleurs que voilà, son entourage a été recruté sur la base de la loyauté envers Donald Trump, et donc c'est vraiment ce qui compte. Et Donald Trump, là, est un autre élément important, c'est qu'il est vu par les médias et même Fox News comme étant en position de faiblesse par rapport à Poutine. La séquence du 15 août là, a montré quand même un Trump qui est vu par les médias comme étant un peu en faiblesse. Et il est très très sensible à la manière dont les médias parlent de lui. Donc ça peut aussi avoir un effet sur sa manière de réagir. Jérôme Viala-Godefroy, vous restez avec nous. Je reviens vers vous dans un instant, si vous le permettez. On va se connecter avec le fort de Brégançon parce que, je vous l'ai expliqué en préambule, toutes nos équipes sont mobilisées sur le terrain. Au fort de Brégançon, on vous retrouve, Bastien Auger, vous qui êtes notre envoyé spécial. Nous voyons ces images de Bormes-les-Mimosas, en direct, du chef de l'État. Est-ce que vous avez plus d'informations sur la réunion qui est en train de se dérouler sous nos yeux, Bastien Auger? On sait juste qu'elle a commencé il y a quelques minutes et que l'objectif de cette visioconférence, eh bien, c'est de d'arriver préparé et solidaire demain à Washington pour ce sommet entre donc Donald Trump, Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, dont Emmanuel Macron, qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient se rendre à Washington. Alors plusieurs sujets devraient être abordés aujourd'hui, plusieurs questions, notamment qu'est-ce que l'Ukraine est prête ou pas à faire comme concession, et puis surtout la question des garanties de sécurité. Quelles garanties de sécurité peuvent être apportées à l'Ukraine? En d'autres termes, si jamais il y a un accord de paix, eh bien comment être sûr que dans les années qui viennent, la Russie n'attaque pas à nouveau? Emmanuel Macron entend bien insister sur le mauvais souvenir des accords de Minsk de 2015 pour rappeler que Vladimir Poutine, selon lui, n'est pas fiable et donc qu'il faut de solides garanties de sécurité et ne pas céder à n'importe quel prix. Message adressé donc à Donald Trump, face auquel les Européens tentent comme ils le peuvent de peser, d'exister dans ces discussions qui ont été amorcées en Alaska. Alors, le meilleur moyen de faire pression, nous dit-on du côté des diplomates français, eh bien, ce serait que les États-Unis acceptent de prendre tout de suite de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais on a bien entendu ces derniers jours que ça ne semblait pas être la priorité de Donald Trump. Merci Bastien Auger, en direct du fort de Brégançon avec les images de Camille Couta. Sur les garanties de sécurité, eh bien, Donald Trump vient de répondre via son émissaire diplomatique préféré, Steve Witkoff. Voilà ce qu'il dit. Il dit que lors de cette réunion en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont donc accordés, ont convenu des garanties de sécurité solides pour l'Ukraine. Non mais c'est une plaisanterie. C'est ce que vient de dire Steve Witkoff, c'est ce que vous lui répondez. Que Poutine parle de garanties de sécurité qu'il peut apporter à l'Ukraine alors qu'il a encore tiré près de 120 à 140 projectiles cette nuit et que les combats continuent. Je veux dire, c'est pas à Poutine d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est aux Américains et aux Européens de le faire. Alors justement, est-ce que derrière cela, il n'y a pas le message qui nous a été envoyé par la suite par la Maison-Blanche sur ces fameuses garanties de sécurité comparables notamment ce que disait Donald Trump, vous savez, des garanties qui pourraient être une entrée
dans cette coalition qui pourrait, alors elle est difficile à exprimer, sécuriser l'Ukraine comme l'OTAN, comparable à l'OTAN, mais sans entrer dans l'OTAN. Est-ce que ça n'est pas de cela dont parle Steve Witkoff? Enfin, c'est garantir donc un accord de coopération de défense et une clause mutuelle de sécurité bilatérale entre les États-Unis et l'Ukraine. Finalement, somme toute, une disposition et un format assez classique de coopération militaire et d'accord de défense entre deux pays. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est finalement ce qu'ont fait les États-Unis jusqu'à l'élection, enfin jusqu'au 20 janvier dernier. Mais Vincent Crouzet, on a besoin de comprendre ce que ça veut dire quand vous nous dites ça n'a rien d'exceptionnel. Ça veut dire que pour vous, ce ne sont pas des garanties de sécurité solides. Non, en plus, il peut s'arc-bouter essentiellement, par exemple, sur une défense antiaérienne et enfin livrer les patriotes qui manquent à l'Ukraine pour sa défense antiaérienne, notamment au-dessus des grandes villes et de Kiev en particulier. Donc ça n'aurait rien de novateur. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il nous présente ça comme une solution miracle, mais bon... Pardonnez-moi le geste. Mais... Donald Trump, Vincent Crouzet, Michel Fayad et vous, Violeta Moscalou, sur son réseau très privé, Truth Social, vient de dire en anglais big process with Russia, stay tuned, big progress. Ça veut dire des grands progrès avec la Russie. Surtout, restez connectés parce que ça arrive. Non, on se connecte avec Washington. Vous êtes avec nous, Sophie Chevallereau. C'est big progress with Ukraine. Bon, on va Russia, on va vous prendre dans un instant. Stay tuned. Quel teasing, dis donc, de la part du président américain. Non, si on en doutait, quel teasing sur ce qu'il attend. Il est déterminé à en finir. Il a dit vendredi. Tic-tac, tic-tac. Vendredi, on est dimanche. Ouais, mais 5 jours. Ça pose, il y a quand même un certain nombre de problèmes parce que si j'ai bien entendu Van der Leyen et Zelensky tout à l'heure, il y a une conditionnalité qui est le cessez-le-feu avant tout accord de paix et toute trilatérale. Donc il faut absolument un cessez-le-feu. Elle n'a pas été plus nuancée sur le cessez-le-feu. Elle a dit qu'on l'appelle cessez-le-feu. Peu importe le terme. Peu importe, il nous faut des faits. Oui, mais en revanche, le président Zelensky lui a été beaucoup plus explicite sur la conditionnalité du cessez-le-feu. Violeta Moscalou. C'est vrai qu'en mentionnant les faits, il faut que les bombardements s'arrêtent, il faut qu'il y ait des pas concrets et du concret, en fait, donc des changements concrets. Ils ont passé le message pour dire que le jeu de dupes est fini et que si Poutine pensait depuis 2000 à son arrivée au pouvoir qu'il allait pouvoir continuer, en fait, il a toujours manipulé, détourné l'attention, perverti par la rhétorique, inversé les responsabilités et tout ça, agressé tout un tas de pays. On va pas rappeler à nouveau. Là, je pense que Emmanuel Macron, une déclaration un peu avant, c'était aussi pour dire que il faut juste garder en mémoire les 30 dernières années, les agissements de la Russie, que la Russie a pour habitude de violer tout accord signé et tout, et qu'on ne doit pas se fier à ce qu'ils nous disent les Russes. Allez, on va à Washington, Violeta Moscalou. On vous retrouve, Sophie Chevallereau. Ce message qui est très clair du président américain Donald Trump, à l'instant, des progrès très conséquents avec la Russie. Restez connectés. Oui, et Donald Trump semble vouloir, disons, en finir au plus vite. Le président américain a déclaré que si la rencontre de demain avec Volodymyr Zelensky se passait bien, eh bien, elle permettra d'organiser très rapidement un sommet à 3 cette fois-ci. Il a dit « Je planifierai une rencontre avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky d'ici vendredi prochain ». Donc un Donald Trump très optimiste, Donald Trump qui en réalité rêve d'être celui qui réunira dans une même pièce Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'était une de ses promesses de campagne. Il veut être celui qui mettra fin à la guerre en Ukraine. Il se présente comme le président de la paix, cette guerre qu'il appelle la guerre de Biden. Et puis il veut obtenir ce prix Nobel de la paix dont il est souvent question dans les médias américains. On l'a entendu, Volodymyr Zelensky partage cette idée de la nécessité d'un sommet à 3, mais il a tout de suite ajouté la position de la Russie ne permet pas l'organisation d'un tel sommet rapidement. Merci à vous, Sophie Chevallereau, avec les images d'Armel Esposito.